Salut à tous, à toutes. Là, on va voir dans cet exemple-là comment on pourrait utiliser le clavier. Donc, comment intercepter des touches faites par l'utilisateur, fait que soit les flèches ou 1, 2, 3 ou les lettres du clavier, et arriver à faire quelque chose dans notre application, dans notre Canva. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit Goomba, fait que un petit animal gentil. Et si j'utilise les flèches, on voit que notre petit animal, il se déplace. Si j'utilise le R, je vois que Goomba il tourne sur lui-même. Super heureux. Et si je fais la touche 1, je vois que sa visibilité elle augmente. Si je fais la touche 2, ça diminue. Donc, comment qu'on peut faire ça? Bon, ben, il faut aller écouter un événement. Un peu comme l'événement click ou l'événement Mastout ou donc là cette fois-ci l'événement ça s'appelle l'événement Keydown. Et l'objet sur lequel il faudra écouter cet événement-là, c'est pas un objet sur la scène comme, par exemple, on est habitué de rattacher le clic sur, par exemple, le méchant, comme ici Goomba, ou sur un élément de la scène. Cette fois-ci, ça va être l'objet document. Donc, l'objet document, ça représente toute la page HTML au complet. Donc, on va dire, ben, on va attacher un événement sur le document au complet pour dire, je veux écouter une touche clavier. Donc, si on regarde le code, comment qu'on fait ça? On va aller, là je vais sortir de la démo, je vais aller dans l'exemple 3. Mais dans l'exemple 3 ici, dans le init, je vais aller rattacher l'événement keydown de l'objet document à la fonction déplacer si nécessaire. Je pourrais marquer document. Document, c'est un objet qui existe, il y en a juste un seul qui s'appelle comme ça, puis il représente la page HTML au complet. Donc sur cet objet-là, on a une méthode qui s'appelle addEventListener. Pareil comme sur nos objets qu'on a sur le Canva, sauf que là c'est notre page HTML au complet. Et comme on faisait avec les objets sur le Canva, on va aller marquer le nom de l'événement qu'on veut écouter. Fait que là c'est keydown avec un N, pas un M, virgule, le nom de la fonction qu'on va appeler lorsqu'une touche va être pressée. Fait que là on pourrait appeler par exemple la fonction déplacer, déplacer si nécessaire. Je mets un point virgule et là je pourrais regardez un petit peu plus bas, la fonction déplacer si nécessaire, elle reçoit un événement et actuellement il n'y a pas de code. Bon, ce que je pourrais essayer de faire dans le premier temps, c'est regarder qu'est-ce que ça contient le EVT, fait que l'objet représentant l'événement, envoyé au moment où c'est qu'il y a un keydown. Fait que cette fois-ci, on va y aller de manière originale. On va afficher le contenu de l'objet, fait que le EVT, à la console. Fait qu'à chaque fois que la fonction va être appelée, je veux afficher à la console son contenu. Fait que ça va nous permettre en même temps de déboguer un peu plus facilement et de comprendre ce qui existe à l'intérieur. Donc, je pourrais taper console.log et je vais marquer le nom de l'objet que je veux voir apparaître à la console. Donc, console, c'est un objet qui représente la console quand on fait un F12. Puis la fonction log, ça permet de dire, ben, affiche-moi cette information-là à l'écran. Et là, ici, je suis en train de dire, ben, je veux que tu m'affiches le EVT. Donc, on va aller tester ça et voir qu'est-ce que ça l'affiche. Donc, si je fais F12, je vois que chaque fois que je pèse sur une touche, j'ai un objet qui m'est affiché. Cet objet-là contient beaucoup d'informations. Puis là, nous, ce qui nous intéresse, c'est une des propriétés de cet objet-là. Fait que c'est la propriété key. On voit que key, ça contient la touche qui a été pressée. Fait que par exemple, je pourrais effacer ce qui est dans ma console avec ce bouton-là ici. Si je pèse sur la flèche du haut, puis j'observe dans mon objet, je vois que key contient arrow up. Fait qu'une chaîne de caractères qui veut dire la flèche du haut. Si je ferais la flèche du bas, ce serait arrow down, flèche de gauche, arrow left, etc. Si je presse une autre touche, par exemple, je presse la touche R, on voit que là, c'est encore entré dans mon console log, ça m'affiche le contenu de l'objet EVT.
Puis je vois ici que ça contient dans key une chaîne de caractères contenant R. Donc nous, c'est cette propriété-là ici qu'on va utiliser, la propriété key de l'objet pour savoir quelle touche qui a été pressée par l'utilisateur. Donc là, par exemple, je pourrais ici aller modifier mon console log, puis le changer pour dire, bon, la touche pressée est, deux points, et je mets mon plus, et je veux créer une chaîne de caractères qui va m'afficher la touche pressée est avec la propriété key de mon objet EVT. Si je recommence, je retourne dans mon application, je fais un F12. Tu vois, maintenant la touche pressée est F12 à cause que je viens de faire F12, mais dès que je vais peser sur une touche, ça me l'affiche. On sert souvent de ça, le console.log, pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe dans notre code. Donc, on peut rajouter des console.log un petit peu partout. Puis comme ça nous affiche au fur et à mesure que les fonctions sont appelées, que les instructions sont exécutées, ben, ça va nous faire apparaître la touche, dans ce cas-ci, qui a été pressée ou peu importe qu'est-ce qu'on essaye de comprendre, de débugger. Fait que selon le problème qu'on a. Donc ici, je suis capable de récupérer la touche. OK. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais me créer une variable. Je vais me créer une variable qui s'appelle touche. Et je vais lui donner comme valeur initiale la touche qui a été pressée. Par la suite, je vais faire en fonction de la touche qui a été pressée, je vais faire la bonne action. Fait que je vais soit déplacer Goomba vers le haut, la gauche, etc. Donc, si je regarde en haut de mon application, on voit que j'ai des constantes qui existent déjà qui représentent les différentes actions possibles. Fait que la flèche vers la gauche, la droite, en haut, en bas, et 1, 2 et le R. J'ai également une constante pour le déplacement de mon Goomba, fait que mon méchant, je le déplace de combien de pixels. Fait que je vais aller coder des if, puis des else if, fait que des si, des autrement si, pour en fonction de la touche qui a été pressée. Fait que je vais aller regarder le contenu de la variable touche. Je vais la comparer avec les constantes. Puis si c'est égal à une des constantes, par exemple pour les flèches, je vais aller appliquer le déplacement sur soit le x ou soit le y du méchant. Donc par exemple ici, je pourrais marquer if, puis si ma touche c'est égal à qui left, ben dans ce cas-ci, je vais aller déplacer mon Goomba. Fait que mon G méchant, image méchant, le X, je vais dire qu'il va devenir plus petit. Fait que je vais réduire sa valeur du contenu que dans la constante déplacement. Fait que je pense déplacement a 5, donc si son X c'était 500, ben après cette ligne-là, ça va devenir 495. Je continue, je vais faire un autre test. Fait que si c'était pas la touche gauche, je vais vérifier est-ce que c'était la touche pour la droite. Si oui, j'ai un petit peu de la misère avec. Ah, ok, il est ici. Avec mes accolades. Donc si la touche était droite, ben, je vais le changer pour son X. Je vais l'augmenter de déplacement. Je continue. As if, si la touche est égale à qui. Hop. Je vais aller changer cette fois-ci le Y. Fait que je vais le faire monter. Si je veux le faire monter, il faut que je descende ou est-ce qu'il faut que j'augmente mon Y? Donc, la bonne réponse, c'est que je vais aller le descendre. Fait qu'en réduisant la valeur du Y, ça va faire monter mon image. Et par la suite, je vais faire un dernier test pour vérifier si c'était la touche Key Down. Si c'était la touche Key Down, ben je vais dire que mon Y va être augmenté de la valeur de déplacement. Bon. Si je sauvegarde ça ici, et je décide de relancer mon application. J'utilise les touches. Je pourrais afficher la console en même temps. Fait que je fais un F12. On voit qu'à chaque fois je pèse sur la flèche, fait que là j'ai pesé 16 fois sur la flèche gauche, ça déplace mon Goomba, et ainsi de suite. Bon.
c'est ça qui est ça. Donc là, on a ici, j'ai plus vraiment besoin d'afficher à la console la touche pressée. Fait que je vais mettre cette ligne-là en commentaire. Mais sachez quand même, c'est un truc intéressant pour en même temps connaître c'est quoi le key, le code de la touche rattachée à une touche qui est pressée. Fait que parfois on ne le connaît pas, mais ça c'est une manière de pouvoir aller le savoir rapidement. Tu fais un console log, tu affiches la touche qui a été pressée. Donc en passant ici, c'est surligné en orange, puis ça me dit que pour avoir peut-être un problème. Ça, éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est pas très grave. Juste sachez que lui préférait avoir 3 égales au lieu de 2 égales. Mais éventuellement, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. C'est pas très très essentiel pour le moment. Donc, je vais le laisser avec 2 égales. Et je vais survivre avec la couleur orange qui est là. Maintenant, ce que je voudrais faire, bon, on voit que j'ai rattaché l'événement keydown de mon objet document, fait que ma page HTML, lorsque ça se produit cet événement-là, il y a un écouteur qui va aller appeler la fonction déplacer si nécessaire en y passant l'objet représentant l'information sur l'événement. Puis entre autres, là-dedans, on est capable de récupérer la key. Là, je voudrais faire en sorte de pouvoir déplacer mon Goomba puis changer également sa visibilité. Fait que selon s'il pèse sur la touche 1 ou 2 ou sur le R, ben, je voudrais pouvoir le changer. Ce que je vais faire ici, je vais aller me faire un autre. Je vais me rajouter un autre écouteur sur le document qui va aussi écouter le keydown. Mais lorsque ça va se produire, il va appeler cette fois-ci tournée et visibilité si nécessaire. Donc là, je suis allé modifier mon init, j'ai rajouté cette ligne-là. Par la suite, si je vais dans mon tournée visibilité si nécessaire, je vais être en mesure de pouvoir essayer de changer la rotation, puis également la touche, la visibilité si je pèse sur la touche 1 ou 2. Ça, vous pourriez essayer de le faire sans regarder la vidéo dans un premier temps. Fait que avec ce que vous avez vu, essayez de reproduire à peu près le même principe. Donc, vous pourriez mettre sur pause, là, essayez, puis si vous avez des difficultés ou si vous êtes tanné, mettez sur play maintenant, puis vous allez comprendre comment on peut le faire. Donc, je vais y aller avec la solution. Là, je pourrais faire var. Je pourrais aller créer une nouvelle variable, un peu comme en haut. Puis je vais l'appeler event. Je vais aller appeler ma propriété event. La propriété key de l'objet event. Fait que je vais aller récupérer la touche qui a été pressée. Par la suite, je vais aller vérifier si la touche qui a été pressée, c'était la touche R. Fait que R minuscule ici. Si on regarde la constante, on va remarquer que c'est un R minuscule. C'est pas la même chose qu'un R majuscule. Donc, il faut juste faire attention là-dessus. Donc ici, si je fais un R minuscule, fait que juste montrer ici, là. Ça c'est un R minuscule que j'ai mis dans la constante. Donc si j'aurais voulu que ce soit la touche R majuscule qui doit être pressée par l'utilisateur, il aurait fallu que dans la chaîne de caractères, je le mette le R en majuscule comme ça. Là, je vais annuler ça ici, je vais le laisser en minuscule. Donc ici, je pourrais dire, ben, si la touche est R, on va aller changer la rotation, on va le faire tourner de 2 degrés. Fait que je pourrais dire mon G image méchant, ma rotation, ça va être plus égal à 2. Sinon, si la touche qui a été pressée, c'est 1. Pas 1, mais plutôt key barre en bas 1. Fait que ça contient une chaîne de caractères qui a le chiffre 1 dedans. Je souhaite que tu vas aller jouer avec la visibilité, l'alpha, et on va aller l'augmenter. On va l'augmenter de 0.5 ici. 0.05. Et je vais faire un dernier test. Donc, je vais vérifier si la touche n'était pas key 2. Puis si c'était key 2, ben, je vais aller changer mon alpha pour le diminuer. Bon, je pourrais essayer ça ici, puis on va voir ce que ça donne. Donc, je pèse sur R, Goomba il tourne, il est heureux. Je pèse sur 1, il est plus visible. Je pèse sur 2, il est moins visible. Qu'est-ce qui se passe si je tiens longtemps le 1 ou le 2? Ça prend vraiment beaucoup de temps quand je tiens l'autre touche pour revenir. Par exemple, ici, là, je vais tenir le 2 longtemps, il ne sera plus visible.
soit plus visible. Puis là, je viens de le lâcher, le 2. Si je pèse sur le 1, une fois, deux fois, trois fois, on voit qu'il n'apparaît pas. Il faut vraiment que je le retienne longtemps. Qu'est-ce qui est plate ici, c'est que notre visibilité est devenue trop petite. Par exemple, je vais annuler, puis je vais aller mettre ici un console log de mon G image méchant.alpha. Fait que je veux juste afficher l'alpha lorsque je presse les touches. Fait que je vais le mettre ici puis ici. Puis on va relancer l'application. Juste pour voir. Donc là, je vais ouvrir ma console et je vais faire la touche 1. Tu vois que ça l'augmente, mais ça l'a pas arrêté à 1, ça l'a juste continué. Fait que par la suite, quand je vais presser 2, mais ça va diminuer, mais le temps que ça se rende à 1, ça prend un certain délai, puis là après, ça redevient transparent. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est faire en sorte, là je peux mettre en commentaire ou enlever ces deux consoles log là ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mon test ici pour dire, ben, tu peux augmenter l'alpha de ton G méchant, mais seulement dans une situation très précise. Puis là, on peut essayer de se demander, ben, c'est quoi cette situation très précise-là? Ben, il faut que mon alpha soit pas déjà, faut pas qu'il soit égal ou supérieur à 1. S'il est déjà égal ou supérieur à 1, je ne veux pas l'augmenter plus. Fait que je pourrais mettre un et, puis dire, bon, il faut que la touche 1 soit pressée, mais également il faut que mon G image, l'alpha, il faut qu'elle soit supérieure ou, oups, j'ai dit supérieure ou égale, mais non, il faut qu'elle soit inférieure ou inférieure à 1. Donc, il faudrait que ce soit 0.95 ou 0.80 pour qu'on ait le droit de l'augmenter. Donc, désolé, j'ai dit des bêtises. Et ce serait à peu près le même test que j'aurais à faire ici si je voudrais le diminuer. Fait que je pourrais mettre et si mon G image machin.l'alpha est supérieur à 0. Donc, s'il est supérieur à 0, j'aurai le droit de le diminuer de 0.5. Donc là, si je réessaye, ah puis soyons fous, je vais enlever les commentaires du console log pour qu'on voit. Donc, je fais F12, je tiens le 1 longtemps. Oh, on voit que ça n'a plus rentré dans le... Ça ne rentre plus ici à cause de ce test-là. Parfait. Je vais faire la même chose avec le 2. Oh, on voit que ça diminue, mais ça l'a arrêté. Fait que là, c'est ça. Oups, et là, je suis plus dans l'application. Donc, c'était ça pour les touches clavier. Donc, le prochain exercice, ça va être de faire bouger la grenouille, faire bouger une grenouille sur une grille. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bon, ben, en revisitant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'expliquer un petit quelque chose. Pourquoi qu'on peut déclarer var touche deux fois? T'sais, on l'a déclaré ici à l'intérieur de déplacer si nécessaire. Puis, je l'ai également déclaré dans toucher visibilité si nécessaire. Tu vois que je l'ai déclaré deux fois. Ben, ce qui arrive ici, c'est que ces variables-là, comme je l'ai déclaré, mais j'étais à l'intérieur d'une fonction, elle existe seulement le temps que la fonction est exécutée. Puis un coup que la fonction est finie d'être exécutée, donc quand on arrive à la toute fin, ici, là, après toutes ces instructions-là, ben, la petite case mémoire qui a été créée qui s'appelle touche, elle va être libérée, puis ça va être réutilisable de nouveau par le système. Donc, quand on fait var touche ici, c'est pas la même case que le var touche qui est ici. Puis également les variables qui sont, ça on appelle ça des variables locales, donc c'est local à la fonction. Donc à l'intérieur des accolades ici, c'est là où c'est que cette variable-là va exister. Si je ne suis pas à l'intérieur de la fonction, fait que par exemple, si j'essaierais à la console de taper touche, ben, il n'y a rien qui va m'afficher à cause que ce n'est pas une variable qui est accessible en dehors de la fonction. Donc, ce ne sera pas accessible en dehors de ces deux accolades-là. Contrairement à ce qu'on est habitué de faire des variables globales. Fait que ça, des variables globales, c'est des variables qui sont accessibles partout et en tout temps. Donc, peu importe dans quelle fonction tu te trouves, tu vas avoir accès à ces variables-là et tu vas être capable de les modifier. Pourquoi qu'on ferait des variables globales et parfois des variables locales? Ben, des variables globales, on essaie d'en faire le moins possible, mais
la plupart des éléments qu'on met sur la scène, c'est des variables globales. Pourquoi? À cause que justement, c'est jamais libéré de la mémoire. Ça prend tout le temps un petit peu d'espace, puis à un moment donné, ben, on peut être limité. Là, je pense pas dans nos projets ça va être un problème, mais souvent on aime ça que quand on a quelque chose, si c'est juste pour le temps d'une fonction, comme par exemple ici touche, j'en ai juste besoin le temps que je suis ici, après j'en ai plus besoin de la valeur, ben euh, je, je vais préférer aller créer une variable locale, comme ça, ben la mémoire va être libérée tout de suite après. Donc c'était le petit rajout de plus à la vidéo.